Le match dans le match reçoit ce soir un ancien international français, ex-gardien de but. Il a notamment porté les couleurs de l'Inter, de Parme et de la Fiorentina. Il est également présent depuis la toute première édition de la Fightets Cup. Sébastien Frey est notre invité ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien. Toujours un plaisir de revenir sur Monaco. Et puis là, J-3,5. Donc on se prépare et puis on va essayer de donner beaucoup de plaisir. Et puis la cause est tellement noble et tellement belle. Donc l'affiche est encore très très belle cette année. On en reparlera tout à l'heure de cette 5e édition de la Fightets Cup. On va d'abord revenir sur votre histoire à vous avec le foot. Le football, ça a commencé quand dans votre vie? Oh, ça a commencé dès que j'ai commencé à y voir et à pouvoir commencer à bouger. Moi, j'arrive d'une famille de footballeur. Mon grand-père international français, mon père qui a joué, qui est arrivé jusqu'en 2e division. Donc moi, mon frère et mon fils d'ailleurs, si je peux me permettre, mon fils qui a marqué aujourd'hui, qui a fait gagner son équipe en Italie. Donc voilà, une famille qui a toujours baigné dans le foot. Vous avez toujours joué au poste de gardien de but? Toujours. C'est un poste qui m'a toujours plu. Alors pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé me jeter à droite à gauche. J'ai toujours été un peu casse-cou, surtout quand j'étais petit. Et j'ai toujours aimé le fait d'avoir quelque chose de différent des autres. Donc c'est vrai que nous, on a une couleur de maillot différente, les gants. Et ça m'a toujours fasciné, on va dire, ce côté-là, en plus du fait que dès que j'ai commencé, je suis de suite tombé amoureux de ce poste. Et donc j'ai toujours continué, on va dire, dans les cages. Vous l'avez dit, vous venez d'une famille de foot. Qui est-ce qui vous a inspiré plus jeune? Votre papa, votre grand-père? Tu sais, quand on est petit, on va dire, ton papa, c'est un peu ton super-héros. Donc c'est vrai que j'avais quelques cassettes. Donc je regardais un peu, j'avais quelques articles que mon grand-père avait gardés de mon père. Donc je regardais, j'avais encore des gants, des vieux maillots qui traînaient. Donc c'est vrai que j'ai vécu un peu avec le mythe du gardien de but et surtout le fait que ton papa c'est ton super-héros. Mais c'est vrai que quand je regarde mon parcours, mon histoire, je suis très reconnaissant vis-à-vis de mon grand-père. Alors mon grand-père qui a été un grand joueur dans l'après-guerre, qui a été international français aussi. Et mon grand-père quand j'étais au sport études à Cannes, avant de rentrer au centre de formation, donc pour pouvoir rentrer au sport études à Cannes, j'ai dû quitter le cocon familial et j'ai vécu 2 ans chez mes grands-parents à Antibes. Et mon grand-père, qui était déjà âgé, m'a emmené pendant 2 ans matin et me récupérer le soir avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que par rapport à ça, je suis très très reconnaissant pour ce qu'il a fait par rapport à moi. Il s'est quand même sacrifié les dernières années de sa vie, c'était pour m'accompagner. Donc mon grand-père a une place spéciale dans mon cœur et dans ma carrière. À quel moment vous avez senti dans votre vie que vous aviez les possibilités, les capacités de devenir footballeur pro? J'ai quand même été très précoce, c'est un parcours très précoce. À 17 ans et quelques mois, j'ai commencé à jouer en première division, la Ligue 1 d'aujourd'hui, à l'AS Cannes. À 15 ans et demi, je commençais à m'entraîner avec les pros, donc ça a été très très vite. On va dire, dès que je suis rentré au centre de formation, donc je m'entraînais, centre de formation à l'époque de l'AS Cannes très performant, on a été élu 2 fois meilleur centre de formation de France. On a gagné moins de 15 nationaux, moins de 17, la Gambardella. Donc c'est vrai que c'était une référence un peu dans la formation française. Donc c'est vrai qu'on était vraiment un peu l'élite. Et le centre de formation, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Pardon. Parce que j'étais appelé à m'entraîner avec les moins de 15, des fois avec la D3, avec les pros. Donc c'est vrai qu'au niveau scolaire, j'ai commencé à louper, on va dire, une partie de l'année scolaire. Donc, j'ai fait un choix. J'ai dit, je vais arrêter, puis je vais me consacrer au foot, essayer de réaliser mon rêve, qui était de devenir un joueur de foot professionnel. Vous l'avez dit, donc formé à l'AS Cannes et vous prenez très tôt la direction de l'Italie. Quand vous avez 18 ans, vous êtes dragué par l'OM, par l'Inter, qui veulent vous recruter. Vous signez finalement avec les Nerazzurri. Qu'est-ce que ça fait quand on est
si jeune, d'être courtisé par de tels clubs qui sont des mastodontes du foot européen? Bah, c'est très plaisant, c'est très plaisant. Ça veut dire que le travail que tu as fait en amont commence à payer. Alors, on va remettre un peu dans les choses dans le contexte. Je suis pas parti à 18 ans à l'étranger parce que c'était un coup de tête, un coup de folie. Je suis parti parce que l'AS Cannes avait de gros problèmes financiers et le club m'a fait comprendre qu'il fallait absolument trouver une solution parce que sinon il ne passerait pas à la DNCG. Donc il manquait 15 millions de francs à l'époque. Donc en fait ils m'ont dit écoute, va essayer par rapport aux propositions que tu as. Nous, il faut 15 millions de francs, sinon on ne passera pas à la DNCG. Donc, parmi les quelques propositions importantes, donc effectivement 2 grosses propositions, l'Olympique de Marseille, ça a été mon premier rendez-vous, et l'Inter de Milan. Donc, ce qui m'a séduit, c'est que j'arrive là-bas, c'est la première fois que je vois un stade de un peu plus de 80 000 personnes. Je suis arrivé pendant le quart de finale de Coupe UEFA Inter Strasbourg. Donc l'Inter gagne et puis après le match, le savoir-faire un peu l'italienne, ils me font rentrer dans le vestiaire. Ronaldo m'a offert son maillot. Et puis la petite anecdote très très sympa en fait, Youri Djorkaeff qui joue à l'Inter, qui a fait l'histoire du club. Attention, Youri, un des joueurs les plus appréciés de l'histoire du club. Il a vraiment laissé une empreinte importante. Donc on se croise, il vient me voir. Donc moi, on se connaissait pas personnellement. Il me dit alors ça va mon petit Seb et tout. Déjà le fait qu'il m'appelle Seb, je me dis Youri Djorkaeff qui me tutoie, je dis Youri, franchement félicitations, putain, tout est beau. Et il me dit je suis content que tu sois des nôtres l'année prochaine. Et je lui dis mais Youri, j'ai pas encore signé. Demain je dois aller au siège. Et il me dit Youri, il me regarde, une fille. L'année prochaine tu seras avec nous hein, avec un petit sourire. Et puis le lendemain, je suis allé au siège, on va dire une négociation qui a dû durer peut-être 10 minutes. Et je reviens avec le contrat. Donc très content à titre personnel et très content d'avoir sauvé mon club formateur, entre autres. Ça, j'y tenais vraiment. Et le fait de partir en remerciant un peu la formation que j'ai eue, que ce soit footballistique et humaine, je suis parti avec la tête haute et je suis parti très fier. Vous parlez de Youri, donc vous êtes tout jeune en arrivant à l'Inter, vous côtoyez des superstars de l'époque, Youri Djorkaeff, Roberto Baggio, Ronaldo, Javier Zanetti. Qu'est-ce que ça fait quand on a 18 ans? On les voit encore avec des étoiles plein les yeux ou on arrive vite à se dire que ce sont nos coéquipiers? Peut-être le premier entraînement. Tu arrives, tu te retrouves, c'est comme un peu quand t'es jeune et tu arrives à Disneyland. Tu arrives et tu vois vraiment tout ce qui se fait de mieux dans le football mondial. Et tu te dis, j'ai l'opportunité de m'entraîner avec ces géants du football. Donc ça, le premier impact était comme ça. Puis après, on se prend vite au jeu. Et c'est vrai que, sûrement grâce à leur humilité aussi, parce que les très grands joueurs font quand même preuve de beaucoup d'humilité. Donc ils m'ont de suite pris comme un des leurs. Pourtant, j'avais que 18 ans. Et ça s'est très bien passé. Puis après, quand tu rentres dans ce contexte-là, tu es tellement focalisé sur l'entraînement, sur le fait de s'améliorer que moi je me disais chaque entraînement pour moi c'est un match. Si je veux, le jour où j'arrête, moi j'arrivais à l'entraînement en séance de tir au but, je me disais mais le jour où j'arrête les 1 contre 1 de Ronaldo, personne ne me passera. Si j'arrive à arrêter les coups francs de Roberto Baggio parce qu'on s'arrêtait, il s'arrêtait, et puis c'est moi, je me mettais dans les cages avec grand plaisir. Si j'arrive à comprendre la stratégie de Roberto Baggio, personne ne pourra me marquer, tu vois. Et je l'ai pris comme un défi quotidien. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse marge de progression, malgré que j'ai fait que 9 matchs, et à 18 ans, 9 matchs à l'Inter de Milan, c'est quand même beaucoup. Là, je me suis rendu compte que je baigne dans le grand football. Et là, je me suis dit, c'est le point de départ. Après l'Inter, il y a Parme avec un transfert qui dépasse les 20 millions d'euros, ce qui est énorme à l'époque. Est-ce que vous l'avez ressenti, cette pression? Parce qu'il y a eu beaucoup d'articles, écrits, beaucoup de choses qui ont été dites autour de ce transfert. Ça vous a mis une pression supplémentaire? Non, parce que j'étais tellement focalisé. Donc en fait, j'étais tellement focalisé sur ma carrière et les objectifs que je m'étais fixés, c'est-à-dire devenir une référence dans le football italien, ensuite au niveau international. Donc, et puis il faut savoir que
l'opinion publique, la presse a essayé de mettre une pression parce que j'arrive à Parme derrière Gigi Buffon. Et puis quand je suis arrivé en Italie, il y a toujours eu cette comparaison entre lui et moi. Toute notre carrière, c'était un peu le défi chaque saison. Qui allait être le meilleur, Sébastien Frey ou Buffon? Donc on s'est joué le titre de meilleur gardien pratiquement pendant un peu plus de 15 ans. Donc ça, pour moi, c'était synonyme de grande motivation. Et donc c'est vrai que j'arrive à Parme, de suite, est-ce qu'il sera à la hauteur de Gigi Buffon? Et puis ça s'est de suite très bien passé. Donc il n'y a même pas eu le temps d'y penser en fait. Et tout s'est enchaîné très vite. Et puis ça s'est très bien passé. Donc ensuite j'ai passé quatre saisons merveilleuses à Parme. Vous décrochez 2 titres de trophées collectifs dans votre carrière. C'est avec Parme en 2002, avec une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie. Quel souvenir gardez-vous de cette période en 2002 avec ces 2 trophées? Je suis malheureusement gagner des titres dans une équipe, dans un club. Ça ne dépend pas que de la qualité du joueur. Ça dépend du club. Faut souvent être au bon endroit au bon moment, dans la bonne génération. Donc, et la Serie A qui est un championnat ultra concurrentiel à l'époque. Voilà, donc c'est ce qui fait que y a des joueurs qui gagnent énormément de titres et d'autres peut-être un peu moins malgré une belle carrière. Donc c'est vrai que ce trophée je le garde bien au chaud à la maison parce que c'est le seul vrai trophée. Donc j'en suis très fier et puis c'est vrai que tu sais quand tu goûtes à la victoire, gagner une compétition, gagner un trophée, c'est vrai qu'après tu as une faim et moi, j'entendais, tu sais, il y a eu la Juve qui a gagné je sais pas combien de Scudetto de suite et les gens ils disaient ouais mais là au bout du 6e ils s'en foutent. Non, quand tu es habitué à gagner, tu t'en as jamais assez en fait. C'est vrai que c'est le goût de la victoire est tellement beau. La victoire appelle la victoire. Et, voilà, exactement. Tu as très bien résumé et c'est vrai que quand tu goûtes à la victoire, t'as qu'une envie, c'est de regagner. Quand on pense à Sébastien Frey, on pense forcément à la Fiorentina. Quel souvenir vous gardez de Florence? À Florence, c'était la partie, le club où c'est que j'ai fait le plus de saisons. J'ai joué 6 saisons, donc c'est vrai que Florence a une partie un peu spéciale dans mon cœur. J'arrive à la Fiorentina. Il y a un nouveau projet qui se met en place. Le projet, c'est de refaire partie de l'élite de la Serie A et puis de remmener la Fiorentina en Europe. Donc c'est vrai que tout se passe aussi très très vite. On finit la première saison 4e ou 5e, donc on fait préliminaire Ligue des Champions. Et puis après ça s'enchaînait, on a fait des saisons extraordinaires. On a joué la Ligue des Champions plusieurs fois. Je pense qu'on a redoré le blason de la Fiorentina même en Europe. Et c'est vrai que on a vécu beaucoup de très très bons moments. Donc c'est vrai que peut-être Florence a une partie quand même spéciale dans ma carrière. Vous avez 2 sélections en équipe de France. Est-ce que c'est un regret de ne pas en avoir plus? Forcément, parce que quand tu es considéré pendant plusieurs années un des meilleurs gardiens d'Europe, donc ça vous a fait mal ce manque de reconnaissance en France? Ça m'a fait mal parce que alors avec du recul, les dernières années non, parce que j'avais compris un petit peu le mode de fonctionner, j'avais compris le système, donc j'ai dû l'accepter. Plus jeune, oui, parce que je comprenais pas, je n'ai pas eu les réponses. Et je n'ai pas eu l'honnêteté et la franchise de me dire les choses. Donc j'ai fait ma première sélection en 2004 et ma dernière en 2008 après l'Euro. Donc j'ai quand même fait 4 ans en équipe de France. En 2006, je me pète le genou en janvier, donc je ne fais plus partie des prétendants pour la Coupe du Monde. Donc je reviens juste après. J'aurais aimé avoir l'opportunité de pouvoir me confronter avec mes collègues, c'est-à-dire ceux qui soi-disant faisaient partie des meilleurs gardiens d'Europe et on nous mettait un peu dans le même sac. Donc c'est vrai que par rapport à ça, j'étais un peu pénalisé. Et c'est vrai que oui, c'est sûrement quelque chose. Ça doit être la seule chose que j'ai un peu de regret par rapport à mon parcours, ma carrière, parce que tout le reste, c'était mes choix. C'est toujours moi qui ai eu le dernier mot dans tous les clubs où je suis passé, tous les choix qui ont été faits. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai choisi. Donc je l'ai accepté, je l'ai toujours assumé. Et c'est vrai que le côté équipe de France, ça, à un moment donné, ça ne dépendait pas que de moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est,
voilà, c'est quelque chose aujourd'hui que c'est sûrement le seul point que je regrette un peu de ma carrière. Vous ne vous êtes jamais caché des tensions qu'il y a pu y avoir avec Raymond Domenech, qui était sélectionneur de l'équipe de France à l'époque. Quand vous étiez plus jeune, il était sélectionneur des espoirs. Finalement, vos parcours se sont suivis de loin, mais tout au long de votre carrière internationale. Exactement, exactement. Tu vois, ça fait partie du destin. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter aussi. Donc, quand j'arrive en espoir, c'est lui le sélectionneur. Donc, effectivement, il y a eu une cassure avant l'Euro. Espoir, voilà, parce que pareil, il y a des choses qui ont été dites, voilà, le comportement n'a pas été intègre vis-à-vis de moi, donc je lui dis ce que je pensais. J'ai eu des réponses très qui n'allaient pas vraiment par rapport à ma vision, et c'est vrai que voilà, le fait que il n'apprécie pas forcément le football italien, donc c'est vrai que ça a toujours coincé par rapport à ça. Moi, j'ai joué en Italie. Donc je pense que j'ai un peu payé le fait de jouer en Italie vis-à-vis de lui. Donc il y a eu une cassure en espoir. Donc forcément mon parcours en espoir est compliqué puis se termine. Donc loin de moi l'idée de penser que en 2004 quand je suis appelé en équipe de France, je retrouve ce sélectionneur. Donc c'est vrai que je suis arrivé donc forcément à la première sélection en équipe de France A, c'est magique. C'est magnifique parce que tu te dis tu représentes ton pays et puis tu fais partie de l'élite de ton pays. Donc c'est vrai que porter le maillot de l'équipe de France, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, unique. C'est pas pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très fier de porter ce maillot. Mais c'est vrai que je me suis dit mon parcours allait à nouveau être compliqué vu que on s'était laissé comme ça en espoir, on se retrouve avec l'équipe de France A, puis malheureusement ça s'est passé comme ça. Donc comme je te dis avec du recul aujourd'hui, il faut l'accepter. Parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du monde du football. Voilà, on peut pas apprécier tout le monde. Tu ne peux pas être apprécié par tout le monde. Mais c'est vrai que ça a été un frein au niveau international. C'est vrai que ça va déranger quand même. Sébastien, on va parler du match de la semaine prochaine qui arrive dans 3 jours, la Fighters Cup, 5e édition. Vous étiez déjà présent pour la toute première édition. Comment est-ce qu'ils se sont noués les premiers contacts pour que vous participiez à la Fighters Cup il y a 5 ans maintenant? Ce qui se passe, c'est que j'ai été contacté forcément par les conseillers de Louis. Donc ils m'ont demandé si je voulais faire partie du match. Ils m'ont expliqué le match. Ils m'ont surtout expliqué la cause, qui est vraiment très très noble. Donc la Fighters, qu'est-ce que c'est? C'est l'association de la princesse Stéphanie pour aider tous les gens qui sont atteints du virus du sida. Donc c'est pour moi une cause très très noble. Donc par rapport à ça, j'avais de suite dit oui. Et je leur ai même dit, si vous voulez, à travers mon réseau, mes copains, si vous voulez, je peux demander à une bande de copains de venir s'ils sont disponibles. Donc beaucoup m'ont dit oui de suite, la première édition, alors que c'était un peu une nouveauté pour tout le monde. Je pense que la première édition était quelque chose de spécial, parce que c'est très bien passé, il y a eu des beaux noms, l'affiche était belle. Et puis chaque année, je dois dire que je suis très très content pour Louis, déjà, qui est un peu l'organisateur de ce match, pour Monseigneur, à qui cet événement lui tient beaucoup à cœur, pour la princesse qui est un peu la présidente de mon club, vu que c'est elle qui représente l'équipe du cirque, dont laquelle je suis capitaine. Donc je suis très très content de lui avoir vraiment fait plaisir, parce qu'aujourd'hui on a l'avantage, et tout ça a fait que je dois dire qu'aujourd'hui, quand je regarde chaque année les affiches, vous avez vu cette année quelle belle affiche on a. L'année dernière c'était bien, cette année c'est encore mieux. Et c'est vrai qu'à chaque fois aujourd'hui que j'appelle les anciens joueurs, j'en ai appelé quelques-uns encore cette année, je pense qu'ils se sont rendus compte déjà que venir à Monaco c'est toujours très plaisant. La cause est vraiment noble et juste. Et puis les affiches sont très belles, donc il y a quand même ce côté un peu, on va faire un match caritatif, mais un match qu'on veut quand même gagner. Donc c'est vrai que chaque année, il y a une évolution. Et c'est vrai que je vois que les joueurs prennent beaucoup de plaisir à chaque fois quand je les appelle, à me dire avec grand plaisir. Donc ça veut dire que l'événement est bien organisé, que la cause touche un peu tout le monde. Et tout ce mélange fait que mercredi, on va se retrouver pour encore une très très belle affiche. J'espère que le trophée va rester à ma chère princesse Stéphanie, parce que je sais que le trophée lui plaît beaucoup. Donc on va essayer, ça va être très dur, parce que du côté Barbadjan, Louis à chaque année essaie de créer une très très belle équipe aussi.
Donc on va essayer de donner du spectacle et puis surtout essayer d'inviter tout le monde pour faire en sorte que plus les gens viennent, plus il y a au niveau financier une aide pour cette association. Donc c'est vrai que alors je vais pas les dévoiler parce que c'est à Louis à les dévoiler. En général, c'est dévoilé à la fin de l'événement. Mais cette année, je pense par rapport aux événements, on n'est pas loin d'avoir déjà le record. Donc je suis très très content parce que comme je le répète, quand on parle de caritatif et puis quand on peut aider des gens qui ont besoin et qui sont dans le besoin, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on donne notre disponibilité. Et puis tous les joueurs jouent le jeu. Donc je suis très très fier de ce côté football, de ce côté humain dans le football. Rendez-vous donc au Stade Louis II mercredi 22 janvier à 17h30 pour le coup d'envoi. Et pour les personnes qui n'ont pas la chance de vivre près de Monaco, ça sera à suivre sur TV Monaco dès 17h pour vous présenter ce bel événement. Merci Sébastien d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir sur le Rocher. Je suis pas monégasque, mais je suis très respectueux de Monaco, du Rocher. Et puis Monseigneur est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc tout ça fait que ça va très bien se passer. Je suis très content que vous ayez les droits d'image sur ce match. Donc comme ça permettra aux gens qui ne peuvent pas venir au stade. On vous veut aussi très nombreux devant la télé pour regarder ce bel événement. Merci beaucoup Sébastien et merci à vous de nous avoir suivis. La Fighters Cup, donc mercredi 22 janvier dès 17h sur TV Monaco. Le sport ne s'arrête jamais sur notre antenne. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.